Allô, Elfie. Bonjour! Donc, aujourd'hui, tu as reçu Pascal Houle du groupe Solio Coopératif. Solio, c'est un modèle coopératif qui est extrêmement connu, des racines québécoises, qui a fêté ses 100 ans en 2022 et qui a vraiment 3 divisions, Olimel, Solio Agriculture et BMR. Fait que c'est sûr qu'on a parlé d'achat et de production locale, mais comme on a aussi un partenariat avec BMR, on a beaucoup parlé de ce partenariat et en quoi il est gagnant-gagnant pour les produits du Québec et pour BMR. Bonne émission, tout le monde. Bonne écoute! Bonjour, M. Houle. Bonjour, Merci de venir nous rencontrer aujourd'hui. C'est super apprécié. ça me fait plaisir d'être là. Je vais prendre un petit 2 minutes. Je sais que vous êtes très connu de la communauté des affaires, je pense, mais je me dis peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne vous connaît pas encore. Fait que je vais me permettre juste de faire une petite présentation. Vous êtes maintenant chef de la direction du groupe Solio Coopératif depuis 2021. Avant ça, vous avez étudié en administration des affaires. Vous avez un bac en administration des affaires, un titre de CPA, un titre de CMA. Vous avez fait un passage chez BMR à titre de vice-président exécutif et chef de la direction jusqu'en 2015 pour vous amener où ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, un beau parcours. Hein? Je vous félicite pour ce parcours-là. Je vais établir aussi pour nos auditeurs, nous, notre relation d'affaires, on ne se connaît pas vraiment. Vous êtes ici parce qu'on vous a invité, parce que justement, on vient d'annoncer un partenariat avec BMR. On trouvait ça super intéressant d'échanger avec vous, pas seulement sur BMR, mais aussi parce que le groupe Solio Coopératif, c'est aussi 3 divisions, puis il y a beaucoup à parler au niveau de l'achat local. Fait que je trouve ça super intéressant que vous soyez ici. J'ai envie de commencer avec quelque chose d'un peu personnel parce que moi, je vous ai présenté sommairement, mais je sais aussi que vous avez une carrière assez riche au niveau du commerce de détail et même dans le milieu coopératif. C'est possible de me dire votre cheminement un peu, qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui là où vous êtes? Premièrement, merci pour l'invitation. Très apprécié l'invitation pour avoir la chance d'échanger ensemble. Pour votre question plus personnelle sur moi, je vous dirais que c'est fait un grand changement dans ma carrière. C'est probablement, j'ai dit souvent à mes enfants ou les gens que je côtoie, c'est mon premier travail, mon travail d'étudiant. J'ai travaillé dans le commerce de détail. C'est où j'ai appris à servir la clientèle, à donner un bon service client, à apprendre le volet de l'entrepreneurship aussi. Fait que j'ai commencé à 14 ans. Et j'ai fait ça jusqu'à temps que je termine mes études d'université à temps partiel, mais c'était une passion à 14 ans de travailler dans le commerce de détail, servir des clients, donner le meilleur de moi-même. J'ai appris beaucoup, puis je suis convaincu que je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui si je n'avais pas eu cet emploi. Fait que petite anecdote personnelle, puis c'est ce que je dis à mes enfants aussi. Je pense que toute expérience est bonne. Puis on le voit aussi dans nos recrutements, là, quand on fait des recrutements d'employés. Les gens qui ont une expérience autre, qui ont travaillé, peu importe sur la ferme ou d'autres activités comme ça paraît dans leur développement. Fait que pour moi, ça a été révélateur. Puis plus précisément, je pense que même dans le domaine coopératif, vous avez évolué dans le domaine coopératif pendant de nombreuses années, pas juste le commerce de détail. Là. Non, pas juste le commerce de détail. Assurément que mon premier emploi à la sortie de l'université, je n'ai pas du milieu coopératif, je n'ai pas du milieu agricole. J'ai appris à connaître le milieu coopératif agricole, j'ai appris à l'aimer aussi. J'ai appris à connaître les producteurs agricoles, à sillonner les régions parce que je visitais les coopératives, les conseils d'administration. J'ai fait beaucoup de régions du Québec pour aller rencontrer les producteurs agricoles, puis aller rencontrer les coopératives qui ont dans toutes les régions. Puis c'est une fierté pour nous autres de dire qu'on fait partie des régions, on est dans les régions, on est actif dans les régions. Fait que ça, je l'ai appris quand même dans mes débuts. J'ai travaillé dans les coopératives, j'ai travaillé anciennement à la Coop Fédérée parce que Solio s'appelait la Coop Fédérée, Coop locale chez BMR. Fait que j'ai touché à plusieurs fonctions dans notre grand réseau. Moi, j'aurais une question toute simple pour vous. Juste en quelques mots pour les auditeurs qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est Solio? Nous autres, probablement qu'on est le secret le mieux gardé au Québec. Alors, on passe souvent sous les radars, une entreprise de plus de 9 milliards, on a plus de 16 000 employés et on est présent dans 3 grandes divisions, puis on est présent dans l'agroalimentaire, avec Olimel, la transformation alimentaire, la transformation de viande porcine, la volaille, et on vend dans plus de 65 pays. Ça, c'est notre division agroalimentaire de transformation. On a Solio Agriculture aussi, on est présent d'un océan à l'autre au niveau de l'agriculture. Alors, nous, on est fournisseurs d'intrants en production animale, en production végétale,
en grains également. On achète le grain des producteurs. Alors, un joueur très, très important au niveau de l'agriculture à l'ensemble du Canada. Et on est présent également au niveau du détail avec BMR qui est présent au Québec, qui est dans toute l'Est du Canada, Lefebvre et Benoît aussi également. Fait que ça, c'est nous. On est peu connus sur le groupe coopératif, mais les gens connaissent bien nos marques, connaissent bien BMR, connaissent bien Olimel, connaissent bien Cellule Agriculture. Souvent, on est peu connus, mais on a une importance pour le Québec et les retombées qu'on peut avoir ici. Bien, on est une coopérative, ça appartient aux membres. Nous autres, les membres, les propriétaires, c'est des producteurs agricoles principalement, mais pas juste du Québec, mais du Québec, qui sont regroupés il y a 100 ans pour se doter des services, des outils, de la formation, être en mesure d'avoir une masse critique d'achat d'intrants pour s'assurer d'avoir les bons prix, les bons produits en temps, en quantité. Alors, c'est là que ça vient. Mais encore aujourd'hui, après 101 ans, parce qu'on a fêté nos 100 ans en 2022, c'est encore 15 producteurs agricoles qui sont sur notre conseil d'administration puis qui nous rappellent aussi pourquoi qu'on est là. Alors, la coop, elle a évolué beaucoup, sur le groupe a évolué, mais on appartient encore aux producteurs agricoles, puis on est présent aujourd'hui dans l'ensemble des régions du Canada, là, principalement d'agriculture. Puis, dans le fond, dans ce modèle coopératif-là, il y a une BMR, donc, dont la coop a fait de l'acquisition en 2015, je pense. Comment ça s'est passé un peu, cette intégration-là? Parce que, la coop, dans un modèle d'intégration, de partage, de transparence, puis là, je ne dis pas que BMR ne l'est pas, mais c'est quand même entrepreneur. Est-ce que y avait-tu un clash? Bien, je vais peut-être en revenir un peu sur l'histoire, peut-être. Je ne m'avais pas posé la question, mais c'est quand même intéressant. Comment ça, on est dans le quincaillerie, puis je vous amènerai sur l'histoire. Bonne question. Parce que dans nos meuneries, historiquement, il y a plusieurs années, le producteur agricole avait toujours besoin d'une fourche, un marteau, des boulons et autres. Alors, on s'est mis à tenir un peu de quincaillerie dans nos meuneries. De fil en aiguille, les besoins augmentés, les matériaux, plus de produits. Alors, on a créé des petites quincailleries agricoles. Et à ce moment-là, on a développé une bannière qui s'appelait Unibat et qui était présente dans plusieurs régions du Québec, qui était opérée par des coopératives. Et à un certain moment donné, on s'est dit, à la croisée des chemins, est-ce qu'on peut continuer la croissance d'Unimat dans un marché qui était hyper compétitif? On le connaît, le marché du commerce de détail en quincaillerie matériaux avec les BMR, les Rona, les Omnia de ce monde. On a dit, si on veut poursuivre à donner ce service-là aux producteurs agricoles, aux entrepreneurs, puis être présent dans les régions, bien, ça nous prendrait une marque qui est plus connue, un volume d'affaires qui est plus grand. Alors, c'est de là que j'ai remis l'idée de faire l'acquisition de BMR. Alors, j'arrive à l'acquisition de BMR en 2015. Alors, la Coop fédérée fait l'acquisition de BMR. On vient, je vous dirais, jumeler les deux bannières, Unibat, BMR, alors les coopératives avec les marchands propriétaires BMR pour en faire une seule bannière, aujourd'hui BMR. Alors, comment ça s'est passé? Je vous dirais, drôlement, il y avait un fit. Il y a eu un fit même avec les entrepreneurs et avec les coopératives. Assurément qu'il y a eu une transition, il y a eu un apprentissage à se connaître, mais les cultures se ressemblaient vraiment. Puis aujourd'hui, de plus en plus, on veut s'assurer que l'ensemble des gens chez BMR, les employés, nos marchands, mais adhèrent puis adoptent notre culture, la culture coopérative. Puis on est fiers de dire qu'on appartient aux producteurs agricoles, qu'on est une entreprise d'ici, que les décisions se prennent ici. Comparativement à plusieurs de nos compétiteurs, les décisions ne se prennent plus ici, puis les retombées ne sont pas ici. Puis nos marchands propriétaires et les coopératives, là, dans notre modèle d'affaires, c'est des familles qui sont dans leur magasin, qui exploitent leur magasin, qui sont connus dans leur milieu, même chose que les coopératives, qui s'impliquent dans le milieu aussi. Fait que ça, c'est important pour nous autres. Fait que autant les marchands que les coopératives ressemblent beaucoup à ce groupe, on a les mêmes valeurs d'implication dans l'ensemble des régions. Fait que la petite histoire là, dans le détail, fait que est-ce que ça s'est bien intégré? La réponse est oui, très, très bien intégré. Ah, ben c'est intéressant. Fait que là, dans le fond, moi, ce que je retiens, famille, l'aspect local ressort beaucoup aussi. Ça fait partie aussi de vos éléments de communication, vos valeurs en tant que telles. Là, il y a 3 divisions, dans le fond, pour on a l'IMEL, on a le groupe d'agriculture, la Solio Agriculture, et on a BMR. Est-ce que l'achat local est partie prenante de ces 3 entités-là? Les 3, puis peut-être je peux commencer par BMR parce qu'on vient d'en parler. Oui. Assurément, puis j'ai été chez BMR durant 7 ans. C'est une préoccupation de nous, comme organisation. C'est une préoccupation de nos marchands, qui sont des marchands du Québec. Fait que d'encourager au maximum
les fournisseurs d'ici, ça a toujours été une préoccupation des gens d'ici parce qu'on dit, ben, nous, on vit là, par la clientèle des gens qui sont dans nos régions. Alors, on se doit d'encourager. Puis avec les avantages, si on ne parle pas juste de la qualité des produits, la proximité, les circuits courts, fait que ça a toujours été important pour BMR de dire qu'on est fièrement québécois et on encourage les produits d'ici. Fait que ça, BMR, ça l'était dans le temps, ça l'est encore aujourd'hui. Si je vais vers Olibel, aussi en transformation agroalimentaire, je vais prendre l'exemple de la valeur ou du porc. Bien, c'est le porc ou le poulet qui est élevé par nos producteurs agricoles, par nos membres, dans l'ensemble des régions du Québec. Fait que c'est vraiment un produit qui vient d'ici, il vient de nos régions, il vient du Québec, puis transformé ici dans nos usines. L'ensemble de nos usines sont au Québec pour transformer la viande de volaille, la viande de porc. On en consomme beaucoup ici. Au niveau du poulet, on la consomme tout ici. Le porc, en partie, on le transforme ici, mais on fait aussi l'exportation au niveau du porc frais. Ce qu'on fait en exportation, on crée de la richesse. On crée de la richesse avec des employés qui travaillent dans nos usines ici. Et l'intrant de base, mais c'est le producteur agricole qui a élevé un porc ou un poulet. Fait que c'est une fierté quand on dit, bien, on nourrit les Québécois. Et en plus, on vend ou on exporte dans 65 pays. Fait quand même, hein? De la valeur ici, on vend en Chine, on vend au Japon, on vend en Corée. Puis c'est une fierté quand on voit le produit, la viande de porc de Libelle dans un comptoir chez Costco au Japon. Bien, c'est une fierté pour le producteur d'ici qui a produit un porc du Québec. Fait que autant chez BMR que chez Libelle. Puis ça m'amène chez Cellule Agriculture. Encore une fois, c'est des producteurs d'ici, du Québec, du Canada, mais principalement, on part d'ici du Québec. Fait que la majorité des intrants vont venir d'ici, mais assurément, on ne retrouve pas tous les intrants. Beaucoup de semences qui viennent d'ici, beaucoup de fertilisants qui viennent de l'extérieur, mais je vous dirais, ça fait travailler nos gens d'ici. La très, très grande majorité de nos employés sont ici également. Fait qu'il y a beaucoup de retombées locales dans nos 3 divisions, puis ça demeure une priorité dans chacune des divisions. Puis ça demeure une priorité aussi pour les propriétaires, qui sont nos installateurs, qui sont les producteurs agricoles du Québec. Fait que ça, eux autres, ça demeure, c'est important. Puis nos décisions, on l'a dit, se prennent à quelques kilomètres d'ici. Une coopérative, ça ne peut pas être vendu. Alors, notre siège social ne déménagera jamais. On va demeurer au Québec. Fait que, tu sais, toute cette histoire-là, on ne fait pas juste le dire, on le vit aussi. Hein. Y a-t-il beaucoup de coopératives qui se joignent à Solio Coopératif dans votre... Je vous dirais qu'il y a quelques petites coopératives, mais ce qu'on vit davantage chez nous depuis plusieurs années, c'est la consolidation de nos coopératives. Okay. Peut-être vous faire le portrait qui a changé un peu. Il y a une vingtaine d'années, il y avait une centaine de coopératives. Aujourd'hui, il en reste une quarantaine de coopératives, mais c'est des grandes coopératives. Okay. Il en reste moins, mais c'est des coopératives de 4, 5, 6, 700 millions. Fait que nos coopératives locales se sont consolidées et aujourd'hui, c'est des grandes entreprises, c'est des grands employeurs dans l'ensemble des régions du Québec qui ont les moyens de leur ambition, ils font de la croissance, font des acquisitions, ils ont une expertise dans leur coopérative. Fait que on a des entreprises qui font partie des 500 plus grandes entreprises du Québec, puis c'est des coopératives, puis les décisions se prennent encore localement. C'est super intéressant. Puis, tu sais, je fais juste le parallèle, dans le fond. On a entendu beaucoup parler plus en temps de pandémie, mais ça demeure, là, la fameuse autonomie alimentaire. Fait que, tu sais, le désir de vouloir être plus autonome. Puis, je pense que ça fait partie de votre stratégie d'affaires aussi chez Solio. Est-ce que ça a évolué depuis justement la pandémie, ce dossier-là? Ouais, je vous dirais, c'est une priorité pour le gouvernement. J'étais en rencontre avec le ministre Fitzgibbon hier matin, puis le ministre mentionnait qu'on était à peu près à 40 au niveau de l'autosuffisance alimentaire et on souhaite être meilleur que ça. Je vous dirais, il y a eu un regain d'énergie de la part des consommateurs durant la pandémie. On entendait les gouvernements, on entendait les consommateurs. C'était important. C'était important de consommer local. Je pense que ça l'est encore. Peut-être un peu moins, je vous dirais malheureusement, mais nous, on continue d'en faire la promotion. C'est important pour nous. C'est important comme consommateur, c'est important comme fournisseur également de le faire. Alors, nous, on n'a pas désespéré, on continue à encourager, on veut encore l'augmenter. C'est une priorité du gouvernement. Puis je vous dirais davantage les nouvelles générations aussi. Les nouvelles générations, c'est important d'encourager les gens d'ici, d'encourager les circuits courts, de limiter le nombre de GES.
Fait que je pense que plus on va avancer dans le temps, plus les gens vont être conscients des avantages d'avoir des produits d'ici. Puis je pense qu'on peut plus, on n'a plus à se douter de la qualité aujourd'hui. On fait des produits de très, très grande qualité, qui soient produits ici ou à l'extérieur, mais ici principalement. Et on encourage les gens d'ici, puis il y a des retombées ici. Fait que on continue, nous, à prôner l'autonomie alimentaire au Québec. Puis 40 là, quand vous dites 40 c'est-tu dans les industries qui touchent Solio Agriculture ou même Solio Coopérative ou ça dépasse ça? Ça dépasse ça. OK. Ouais, c'était des statistiques qui dépassaient vraiment plus que nos produits. C'est vraiment dans l'autonomie alimentaire au sens général. OK. Puis mettons, si on est plus niche puis on regarde l'autonomie alimentaire pour Solio Coopératif, est-ce que vous avez cette donnée-là? Je n'ai pas la donnée pour vous dire, en fonction des produits que nous, on produit ou on transforme, quel est le pourcentage. Parce qu'il y en a beaucoup, là. Je ne serais pas en mesure de vous le dire, mais effectivement, nos pourcentages sont élevés. Assurément, on n'est pas dans le maraîcher et dans le légume. Certains de nos producteurs le sont, mais nous, on ne transforme pas. Fait que c'est sûr que ça fait augmenter nos pourcentages, assurément, à cause des saisons et autres, mais on encourage quand même, on est un promoteur de l'autonomie alimentaire, même dans les produits qu'on ne transforme pas. Puis dans le fond, au début, vous me parliez de l'industrie porcine où on exporte quand même beaucoup dans 65 pays, je pense que vous m'avez dit. Fait que clairement, c'est parce qu'on produit plus que notre propre demande, je suppose. Là. Oui, exactement. On produit plus que notre propre demande, on crée de la valeur. On crée de la valeur, on crée de la richesse pour le Québec, assurément. Mais on transforme aussi beaucoup de produits sur le marché domestique. L'ensemble des produits transformés, que ce soit la saucisse, le bacon, le jambon, c'est tout transformé ici dans nos usines au Québec. La même chose pour la volaille. Alors, c'est tout transformé et consommé ici. Pour ce qui est de la valeur, pour le porc, on en exporte une grande partie pour créer de la richesse aussi. OK. Puis dans le fond, viande transformée, ça me fait penser à Olimel, évidemment. Olimel, on a quoi, une dizaine de marques sous la maison mère Olimel? Oui, on a 10-12 marques, je dirais. 12 marques. Fait que le positionnement local, est-tu aussi fort pour cette douzaine de marques-là? Tu sais, juste pour le dire, on parle de Flamingo, Olimel, La Fleur, La Fernandière. Bon, il y en a beaucoup. Est-ce que ça demeure une préoccupation de mettre d'avant la provenance locale de toutes ces marques-là? Oui, bien, je vous dirais, ça en est une. Puis je vais vous donner l'exemple de La Fleur, entre autres. Là, c'est une priorité, puis on le voit. Là, puis vous remarquerez dans vos supermarchés, tous les produits de La Fleur sont fièrement identifiés des produits d'ici. Pour des raisons qu'on ne vend pas uniquement au Québec, marché domestique, on vend aussi à l'extérieur du Québec. Alors, assurément, ce n'est pas l'ensemble des produits qui arborent fièrement le logo d'Aliments d'ici, mais pour tout ce qui est produit de La Fleur, effectivement, vous pouvez le constater. Nous autres, c'est une fierté et c'est un avantage concurrentiel aussi de le faire. Mais j'aime ça le point de dire fait que là, ce qui sort du Québec, dans le fond, n'est pas nécessairement identifié de la même façon. C'est ce que j'entends. OK. Fait qu'il est identifié comme à provenance canadienne? Non, il n'est pas identifié tout simplement. Non, pas du tout. OK. Pourquoi? Parce qu'on pense que le consommateur est moins... je vous dirais c'est une très, très bonne question, probablement technique sur différenciation des marchés. Puis peut-être que dans certains marchés de niche, ça peut l'être, là, mais honnêtement, il faudrait que ça serait à valider laquelle des marques on arbore. Les Canadiens, je ne suis pas certain. OK. Bien, je suis curieuse parce que nous, on avait ce questionnement-là parce que plusieurs entreprises qui viennent vers nous, nous, c'est des marques de certification de Québec, tu sais. Puis il y en a qui nous disent, nous, on exporte beaucoup, fait que, je vais l'utiliser sur mon site français, je vais l'utiliser peut-être pas sur mon emballage parce que j'exporte. Fait qu'on a juste mesuré sur un panel léger de dire, est-ce que c'est vrai que la feuille d'érable versus la fleur d'Élysée, comment qu'elle est reçue? Puis je dirais que quand on regardait juste l'intention d'achat, moi, je pensais que la feuille d'érable sur les marchés canadiens, anglais puis américains aurait surperformé. Puis on se retrouvait quasiment dans des égalités quand on avait dans une perception de positif. Fait que j'étais curieuse de savoir. Je pourrais vous dire, c'est pas une statistique, mais ce qu'on faisait dans le temps chez BMR, c'est sur nos circulaires, on arborait fièrement d'ici du Québec, mais c'était la même chose au niveau canadien, mais c'était avec la feuille d'érable. Puis je pourrais vous dire qu'il n'y avait pas plus de fierté nécessairement du côté canadien que du côté québécois. On faisait la différenciation entre nos marchands de l'Atlantique, Ontario et du Québec, mais effectivement, la fierté canadienne est importante chez les Ontariens, entre autres, mais elle est très importante chez les Québécois aussi. Fait que je ne pourrais pas vous dire non plus que le sentiment d'appartenance était plus grand au niveau canadien qu'au niveau québécois. Je comprends.
Parlons consommateurs, intérêt envers l'achat local. Vous l'avez mentionné un petit peu plus tôt. Bon, il y a eu un certain rayonnement, on va se le dire, durant la pandémie sur l'achat local. Fait qu'il y a eu peut-être un peu plus de publicité, un peu plus de bruit derrière le tout. Là, maintenant, on est dans un contexte qui est peut-être un petit peu plus difficile économiquement pour plusieurs personnes. Pensez-vous que l'intérêt d'achat local est différent si on est dans le non-alimentaire, dans l'alimentaire? Voyez-vous une différence de votre côté? Non, nous autres, on ne voit pas de différence. Je pense qu'il y a vraiment l'intérêt. Hein? Il y a vraiment l'intérêt. On l'a vu, l'engouement au niveau de la pandémie. Il est peut-être moins grand aujourd'hui, mais je pense que, là, je vais en parler un peu plus tôt, la qualité est plus à faire. On en parle beaucoup, on l'a martelé beaucoup dans la pandémie. C'est assurément que le cycle économique ou ce qu'on vit actuellement, l'inflation, est-ce qu'on aura une récession la prochaine année ou l'autre? Assurément, c'est une préoccupation, le portefeuille des Québécois, mais il y a toujours un intérêt ou une importance de la part du consommateur. Je vous dirais tant au niveau alimentaire que non alimentaire. Là. Les gens vont rechercher les produits d'ici à qualité et à prix, je vous dirais, comparable. Ouais. Je pense pas que le consommateur est prêt à payer des grands pourcentages d'écart, mais il y a plusieurs produits là, dans beaucoup de catégories. Qualité comparable, prix comparable, puis même souvent, qualité un peu plus grande, puis la disponibilité aussi. On l'a vu dans la pandémie, les produits québécois étaient beaucoup plus disponibles. Il y a des produits qui ont appris à se faire connaître, qu'aujourd'hui, les Québécois aiment et continuent à utiliser. On le voit ça dans plusieurs catégories de produits. Fait que je vous dirais, c'est encore important, ça va le demeurer. On a peut-être vécu une petite baisse suite à la pandémie, à l'incertitude économique, mais je suis convaincu qu'il faut continuer à marteler l'importance des produits d'ici avec l'impact que ça va donner puis la qualité des produits qu'on a aussi. Puis il y a beaucoup, puis il y a quand même, vous l'avez dit, il y a quand même beaucoup de produits québécois que le consommateur ne connaît pas. T'sais, on ne connaît pas toute la provenance des produits québécois. Oui, je ne savais pas que cette marque-là était faite ici ou était fabriquée ici. Puis l'exemple super clair est celui, entre autres, de Lavo, justement, qui a adhéré chez nous avec les marques de certification. Puis pendant la conférence de presse qui était chez vous, a même sorti son emballage. Puis il y a même quelqu'un qui a dit « Ah oui, la Parisienne, c'est fait ici. » Ben oui, c'est fait ici. Fait que je pense qu'à prix comparable, effectivement, il y a un consommateur qui va dire « Ben moi, j'aime mieux acheter le produit québécois. » Puis effectivement, je pense qu'il y a aussi un côté valeur perçue souvent qualitatif qui va un peu avec la provenance québécoise. On a souvent un biais sur la qualité du produit, comme quoi un produit d'ici est souvent de meilleure qualité. Puis c'est pas nécessairement tout le temps vrai, mais c'est du moins un biais que je vois régulièrement. Ça m'amène sur un point, souvent, on va faire, nous, en magasin, on va faire aussi la démonstration. Vous voulez un produit d'entrée de gamme qui provient de la Chine, effectivement, puis on ne sait pas si vous allez encore l'avoir l'an prochain, ou on a des produits qui sont faits ici, qui sont plus durables, qui sont puis plus durables économiquement, ça peut être intéressant pendant cette période, puis écologiquement aussi au niveau de l'environnement, parce que le produit va durer. Fait que pour nous autres, ça devient un outil marketing également de présenter des beaux, bons produits durables du Québec. Là. On s'en sert par rapport à des produits qui sont faits en Chine, entre autres. Moi, je suis bien contente de savoir ça parce que moi, j'ai des marques de certification qui sont chez BMR. Fait que je suis contente de savoir ça. Mais mettons qu'on parle un peu de BMR, justement. On a parlé, on a annoncé un partenariat. Fait que là, on va commencer à avoir des marques de certification chez BMR. C'est une super bonne nouvelle. Nous, on commence à vérifier les produits et tout ça. Ça représente quoi chez BMR, entre autres, le pourcentage de produits québécois, le produit d'ici? Vous êtes bon an, mal an, année après année, on peut dire que c'est à peu près 50 %. Quand même. 50 % pour on est dans un vaste marché. Ouais. Puis malheureusement, on ne produit pas tous ces produits-là ici, mais 50 % année après année, que c'est des produits achetés au Québec. Je pense que c'est important. On évolue avec le temps. Puis il y a des produits qu'on ne pense pas qui sont faits ici, mais je vais prendre l'exemple du gyps, qui est dans toutes les maisons, dans toutes les tours à condos à Montréal, mais une des entreprises lesquelles BMR fait affaire, mais l'usine est juste ici, à Montréal. Alors, le gyps qu'on met dans les condos à Montréal, dans l'ensemble des maisons qui se bâtissent au Québec, qui sont achetées sur BMR, mais c'est un produit qui est fabriqué ici. Fait que ça, on trouve ça intéressant, important. Puis on ne pense pas toujours que ces produits-là peuvent être faits ici. C'est ça, on parle vraiment de 50 % Québec, là, pas Canada. Québec. Quand même. Québec.
Puis c'est énorme quand même. Fait que y a-t-il une catégorie de produits en particulier? Bien, je vous dirais, c'est sûr que pour nous, tous les produits forestiers, alors tous les produits commodités, quand on parle de 2x4, le bout de construction, en grande majorité, ça vient ici. Fait que ça, c'est sûr qu'on a une forêt abondante, on a des produits de qualité qui est adaptés à nos climats et autres. Fait que ça, assurément, tout ce qui est le bois de charpente, la foresterie et autres, c'est fait ici au Québec et c'est vendu ici par des entreprises du Québec. Puis, y a-t-il des défis d'approvisionnement? Parce que, tu sais, BMR, c'est au Québec, mais c'est aussi, probablement loin dans le Québec, puis c'est aussi dans les provinces maritimes. On est-tu capable d'approvisionner tout ce réseau-là avec le même type d'offre? Oui, on a assurément qu'on a développé avec le temps une logistique pour approvisionner l'ensemble de nos marchands. On est loin, on est sur la haute et la basse Côte-Nord, on est partout en Gaspésie, on est en Abitibi. C'est certain que c'est plus difficile à approvisionner. On a un magasin à Tashquan, à Havre-Saint-Pierre. Ouais. On n'y va pas 3 fois par semaine. Mais on va approvisionner à toutes les semaines. Alors, ça fait partie, quand on dit, nous, on est dans les régions, mais il faut être en mesure de bien les desservir. Alors, on dessert bien nos marchands dans toutes les régions. C'est un défi. La réponse, c'est oui. Ça prend plus de planification au niveau du transport. Ça prend plus de planification au niveau des commandes. Ça nous prend des centres de distribution qui ont une bonne logistique, qui sont bien rodés, qui ont une bonne planification hebdomadaire, mais on le fait, puis c'est possible de bien le faire. Wow! Mais c'est impressionnant quand même, parce que c'est un réseau qui est quand même assez vaste, là. On est très, très développé en région. Ça fait partie de notre ADN, puis c'est une fierté de le dire. Ça amène certains enjeux, mais aujourd'hui, on dessert très bien l'ensemble de nos marchands qui sont présents dans toutes les régions du Québec. Puis BMR, si je me trompe pas, c'est une bannière qui est quand même, tu sais, quand on parle d'entreprises aimées, admirées au Québec, c'est quand même une cote d'amour intéressante, là, si je me trompe pas. Oui, bien. Tu expliques ça comment? On explique ça que c'est une entreprise qui a été bâtie ici il y a 55 ans. C'est un regroupement de marchands, des entrepreneurs qui sont un peu comme la coopérative, qui se sont regroupés. Ils ont dit, bien, on est des petits joueurs québécois. On a besoin de se regrouper, créer un groupement d'achat, on va acheter ensemble, on va se bâtir une masse critique, on va s'aider. Puis c'est parti comme ça. 6 marchands qui ont créé BMR. Puis aujourd'hui, de fil en aiguille, on est rendu la bannière québécoise la plus importante. Fait que c'est une fierté, je pense. Puis pour le consommateur, de dire on a vu grandir BMR depuis les 55 dernières années. C'est une entreprise d'ici. Ouais. Les marchands propriétaires, les coopératives, c'est tous des décideurs d'ici, encore une fois. Les décisions se prennent au Québec, les retombées sont au Québec. Ça, je pense qu'il y a un appétit de la part des consommateurs pour ça. Bien, moi, je pense que l'appétit est toujours... Tu sais, du moins, quand on regarde le déclaratif, puis c'est vrai que le portefeuille rentre en ligne de compte aussi quand c'est le temps de choisir, mais le consommateur est toujours intéressé à acheter quand même local, que ce soit commerçant, produit. Fait que ça perdure. J'ai envie de vous demander, c'est-tu un défi, justement, d'intégrer cette cote d'amour-là québécoise qui est très forte avec des marchands qui ne sont pas nécessairement au Québec tout le temps? Comment on gère ça? C'est une très bonne question parce que le développement des BMR, initialement, s'est fait principalement au Québec. Et depuis, je vous dirais, 4, 5, 6 ans, on se développe de plus en plus dans les provinces maritimes en Ontario. Est-ce que le volet Québec peut déranger notre développement? Je vous dirais, on va compenser par notre culture et par la proximité qu'on a développée avec les marchands. On est très, très proche de l'ensemble de nos marchands. Puis proche, c'est pas juste physiquement, on est toujours prêt à aider nos marchands, on est toujours disponible à les rencontrer, à leur répondre. Fait que pour un marchand, là, c'est quoi la valeur ajoutée qu'un groupe BMR peut leur apporter, entre autres? Ouais. Bien, c'est la proximité qu'on peut avoir avec eux. C'est de quelle façon on peut les aider à les faire croître. Mais ça, puis on n'est jamais plus loin un coup de téléphone. Fait que pour nous, si on se compare aux compétiteurs, qu'on soit québécois, ontariens ou simplement canadiens, on demeure proche de nos marchands, que ce soit au Québec, en Ontario, dans les maritimes, on est près d'eux. C'est ce qui fait la différence. Oh, c'est intéressant. Puis, disons que je remets, tu sais, on a parlé un peu de BMR, je reviens un peu sur la coop. 100 ans, c'est pas négligeable. Ça en est passé des choses dans 100 ans, je suppose. Tu sais, pas là au début, quand même. Malheureusement, non. Puis on a passé, récemment, à travers la pandémie, la pénurie de main-d'œuvre, elle est là, elle est forte. C'est quoi, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est toujours là avec autant de force, là? Bien, je vous dirais, c'est la mission de l'organisation, le fait qu'on dit qu'on travaille on travaille des producteurs agricoles. Ouais. On a des retombées ici,
des décisions. Je reviens toujours à ça, mais puis à nos valeurs aussi, tu sais, nos valeurs d'équité, de transparence, de solidarité aussi, c'est important. Fait qu'on retrouve toujours, je vous dirais, cette motivation-là de dire qu'on travaille pour une entreprise collective. Ça, je pense que c'est important. Puis pour plusieurs d'entre nous, là, les valeurs de la coopération sont importantes. C'est ce qui va faire la différence entre travailler chez Solugroup ou travailler dans une autre division, un autre secteur de l'activité complètement. Les gens de nos divisions retrouvent également ces valeurs-là. Fait qu'on fait une différence. On fait une différence dans la vie des gens. On fait une différence pour le Québec. On fait une différence pour nos propriétaires qui sont des producteurs agricoles. Fait que ça, cette motivation-là, c'est ce qui va créer le sentiment d'appartenance. Qu'est-ce qui va se passer pour les 100 prochaines années? J'aimerais savoir votre stratégie d'affaires pour les 100 prochaines années. On a combien d'heures ou combien de jours pour la stratégie d'affaires? Bien, une chose qui est importante pour nous, c'est la pérennité de l'organisation. Il y a des producteurs agricoles qui sont réunis il y a 101 ans pour dire on va se doter d'outils. Il faut s'assurer, nous, on est de passage à l'organisation. Ça se transmet de génération en génération au niveau des producteurs agricoles. Il faut s'assurer qu'on bâtisse des outils à travers le temps qui sont durables. Il faut bâtir une organisation qui demeure pertinente, qui est toujours là pour les producteurs. Il faut être innovant aussi. Je pense de quelle façon on peut aider les producteurs par nos produits, par nos services, par nos innovations, entre autres. Ça fait partie de nos préoccupations. Fait que, qu'est-ce qu'on veut être? Dans 100 ans, on veut demeurer toujours pertinent pour les producteurs agricoles. On veut s'assurer que les outils que les producteurs sont bâtis de 100 ans sont toujours là pour aider les producteurs de demain. Fait que ça, c'est notre préoccupation et c'est notre plan d'affaires. Wow! Je vous félicite. Bien, écoutez, moi, j'ai couvert beaucoup de choses avec vous aujourd'hui. J'aimerais ça vous offrir la possibilité de me poser une question. Peut-être que vous en avez une sur les produits du Québec. On a récemment annoncé un partenariat, fait que je vous laisse le choix. Bien, je n'ai une bonne. Vous m'avez posé une question difficile sur notre plan d'affaires, notre stratégie pour les 100 prochaines années. Moi, je vais vous poser une question sur vos ambitions. Où est-ce que vous vous voyez? Je vais être moins difficile pendant les 10 prochaines années. Fait que c'est quoi vos ambitions pour les 10 prochaines années? J'ai pas 100 ans, j'ai 1 an. Pour ça, on va rendre la question à 10 ans. Notre priorité à nous, on arrive avec un modèle d'affaires qui est quand même similaire avec Aliments du Québec, là, que ce sont des marques de certification, mais pour le secteur non alimentaire. Fait qu'on a une grande priorité d'établir ça pour le consommateur. Fait qu'on est là, puis on a une crédibilité. Fait qu'on a un processus de vérification, ce qui enlève le fardeau au manufacturier de dire « je suis québécois, non, je le fais pour toi ». Fait que il y a comme une objectivité derrière ça. Fait que juste positionner ça puis être compris comme ça, c'est quand même un beau défi. Puis ça passe par plusieurs choses. Une des façons, c'est d'être visible pour le consommateur là où il prend sa décision d'achat. Bien, là où il prend sa décision d'achat, c'est où exactement? Bien, c'est en magasin, c'est chez le détaillant, c'est en ligne. Fait que créer des partenariats détaillants comme on fait actuellement avec BMR, pour nous, c'est capital. Fait que, tu sais, créer un partenariat, c'est une chose de l'annoncer, mais il faut le poursuivre après. Il faut s'assurer qu'on continue le travail de collaboration, que les produits se retrouvent facilement repérables en tablette et en ligne. Fait que de poursuivre cette relation d'affaires-là avec les partenaires qu'on a annoncés, c'est une priorité. Puis la deuxième, pas loin derrière, ça va être de dire, OK, bien, il faut quand même développer d'autres partenariats. Parce qu'il faut faire en sorte que le consommateur qui fait ses achats hebdomadairement, mensuellement, bien, puisse retrouver des produits québécois dans les différents secteurs d'achat. Fait que, tu sais, on est dans d'autres secteurs aussi, plein de produits québécois qui ne sont pas identifiés actuellement. Fait qu'on veut vraiment agrandir ce spectre-là. Fait que ça va être une priorité pour nous, nous rendre visibles puis nous rendre crédibles. Dans le sens qu'on l'est, mais il faut que les gens le sachent. J'ai un bon plan. J'ai un bon plan. Fait que vraiment, je vais être occupée pour une couple d'années aussi. Peut-être pas sale, là, je ne pense pas bras de là, mais quand même. Fait que ça conclut notre premier segment. Moi, j'aimerais ça qu'on passe quelques minutes avec nos questions locales à la fin. Avez-vous un petit peu de temps pour faire ça avec moi? Ça me fait plaisir de prendre le temps. Fait que ça, c'est un pot vraiment intéressant. J'ai des petites questions locales. Je vous laisse en piger 1, 2, 3, on y va. Puis... Ça ou ça? Chalet dans le Nord ou camping sauvage? C'est une excellente question. J'aurais envie de prendre les deux, mais je suis un amateur de camping. Ouais. Alors, je vais choisir le camping. Ça fait plusieurs années qu'on fait du camping. Pas nécessairement sauvage avec la famille, mais j'ai une sortie de camping sauvage avec mon fils, une tradition annuellement.
puis on ne pourra pas s'en passer. Alors, c'est une tradition annuelle. Alors, je vais y aller avec un camping sauvage. Ah oui, puis quand on dit pas sauvage, ça veut dire une roulotte avec le chauffage? Ouais, camping roulotte avec le chauffage, avec la famille, mais C'est avec... un entre les deux. C'est un entre les deux, mais j'ai ma sortie camping sauvage à chaque année quand même. Ah, OK, c'est bon. On en prend un autre. Alors, pour la deuxième question, qu'est-ce qui distingue le savoir-faire québécois? C'est une excellente question. Bien, le savoir-faire, je pense, c'est la qualité des produits, l'expertise qu'on a développée ici, la culture aussi, notre culture qui est complètement différente. On parlait tantôt des différences entre le volet canadien et le volet québécois, mais je vous dirais, ce qui distingue, là, c'est notre, je vous dirais, le volet latin, notre culture, notre langue. Je pense que ça se transmet dans l'ensemble du savoir-faire qui va être différent de ce qu'on voit à l'extérieur du Québec. Puis savoir-faire, pour vous, c'est plus une catégorie qu'un autre ou on parle en général? Moi, je parle en général. OK. Oui, en général. OK, c'est bon. J'en veux un autre. Alors, est-ce que la poutine vient de Drummondville ou Victoriaville? C'est un grand débat. Je vais clore le débat aujourd'hui parce que je vais vous dire que je suis un expert de la poutine. Je suis natif de Victoriaville, alors assurément, je vais vous dire que la poutine a été conçue à Victoriaville. Ah oui? Je suis convaincu. Il y en a des bonnes ailleurs, mais la conception, on a inventé la poutine à Victoriaville. Ah oui, puis ça s'est passé quand? Je ne peux pas vous dire en quelle année ou dans quel rang exactement, mais c'est là que ça vient. Ah, OK. D'accord. Et on a exporté dans les autres régions du Québec par la suite. OK, dont Drummondville. Dont Drummondville. Le lendemain, mettons, à Drummondville. Plusieurs années plus tard. OK, super. Ben merci beaucoup d'être venu avec moi. Merci à vous de l'invitation. Merci.